Et maintenant, bah, pour l'heure, sans plus tarder, faites un triomphe à Pierre Lebar. Bonjour Jackie. Ça va, Pierre? Impeccable, et toi? Ben oui. Eh ben écoute, ça me fait plaisir de Tu arrives de loin, là? Oui, tout à fait. Tu arrives des États-Unis? Je viens des États-Unis, je suis tombé de l'avion, juste le temps de venir et pour te voir et pour voir tous nos amis. Bah, c'est bien, non? Impeccable. Bon, si alors... je suis un peu jetlagué, tu me donnes un. Non, non, juste ton micro plus là pour qu'on t'entende bien, okay. Pierre. Voilà. Pas de problème. Donc tu es médecin, mais aussi, on va dire romancier, essayiste, nouvelliste. Non, romancier. Romancier, hop là, voilà. Hein, d'accord. Alors, ton bouquin s'appelle Good Luck. Je vais donc montrer, voilà, la couve. Good Luck. Alors pourquoi Good Luck, déjà? C'est un good feeling book, c'est-à-dire que c'est un livre... Oui, alors c'est quoi, j'allais te poser la question, c'est quoi le good feeling book? Le but, c'est de rendre le sourire aux gens, c'est-à-dire que simplement... Parce qu'ils l'ont perdu? Un bon moment. Non, enfin, c'est pas qu'ils l'ont perdu, c'est qu'ils aspirent à le retrouver. D'accord. Et alors, ça leur permet de passer 2 heures où vraiment ils mettent leurs soucis de côté et de passer un bon moment. C'est un livre vraiment pour apprécier et pour... le quotidien. D'accord, ok. Alors c'est un roman quand même, entre autres, un peu empreint d'humour. Il n'y a pas que ça, mais il y en a. Hein, il y a un certain recul. C'est ça. Alors est-ce que c'est ton histoire? On va parler après du tout. C'est totalement fictionné alors. Oui. Mais tout est vécu. Mais il n'y a rien d'autobiographique, mais c'est tout est vécu. C'est-à-dire tu as connu, tu t'inspires de personnages réels pour raconter ton histoire. Ben oui, c'est-à-dire que c'est un agglomérat de situations réelles. Et puis avec ça, tu fais une histoire. D'accord, ok. Parfait. Donc, tu as vécu un peu sur les bords du lac Léman, c'est ça? Oui, tout à fait. Et j'y ai pratiqué, j'y ai encore plein d'amis. D'accord. Et donc, entre le lac Léman et les États-Unis, c'est ça? Et là, maintenant, uniquement aux États-Unis. D'accord. Et tu es donc médecin spécialisé en génétique, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que je travaille dans la médecine spécialisée. Alors, la médecine spécialisée, c'est quoi? C'est normalement la médecine qui est supposée nous permettre de vivre jusqu'à 120 ans. Oui, tu crois que ça va nous permettre de vivre jusqu'à 120 ans? Au moins, au moins. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent... Toi non, toi aussi. D'accord, bon, ça va alors. Bon. Et alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne avait un problème, on lui donnait un médicament qui avait été testé sur des mégacohortes. Oui. Là, maintenant, on est capable de donner un médicament, un traitement qui est spécifique pour chaque patient et qui va correspondre à son métabolisme. Alors, ce n'est pas seulement un médicament lorsque tu es malade, mais ça peut aussi être des conseils pour te permettre d'optimiser ton métabolisme et de vivre très longtemps. Et c'est une véritable révolution médicale en marche. Alors, tout se passe sur la côte ouest, également sur la côte est, et aussi maintenant en France et en Europe, où il y a de très bonnes équipes. Mais j'invite tous les jeunes médecins, les infirmières, les kinés, enfin tous les jeunes qui viennent et qui sont passionnés par l'être humain et par la santé, à s'engager dans cette médecine personnalisée qui est vraiment cette révolution médicale en marche. Ok, alors, Good Luck, hein, le titre du roman. Alors, ça nous dévoile les trésors inestimés qu'on peut retrouver sur une clé USB. Hein? Oui, à peu de choses près. Alors, si tu veux, voilà, c'est l'histoire d'un gars qui n'a pas encore la quarantaine. Mais qui est un peu paumé, c'est un peu... Non, c'est un loser, quoi. Non, c'est-à-dire que sa vie n'a pas encore commencé. Oui. Et alors, on le prend au passage, au début, à un moment où il doit se rendre chez le notaire parce que son père vient de décéder. Et il en a profité pour larguer son amie, sa copine. Et puis, tant qu'à faire, il en a profité pour démissionner de son job. Et il se dit, ben voilà, c'est maintenant que tout doit changer. Voilà. Il y a des moments où, dans la vie, il y a de grandes inflexions, il y a de grands changements. Aux alentours de 40 ans, il faut changer. Quoi. Voilà, un peu avant. Et alors, il s'apprête à aller voir le notaire tout guilleret parce qu'il se dit, ben voilà, je vais peut-être faire un petit héritage. Et sauf que les notaires sont les notaires, et puis on a toujours des surprises. Alors il y va. Sauf qu'il a dilapidé un peu sa fortune, non? Pas encore. Pas encore. Et puis, à propos de fortune, il n'y a pas grand-chose. Mais à vrai dire, il y a quelque chose qui est inestimable, c'est que le notaire va lui léguer la possibilité d'être en contact avec son père, un père qu'il ne connaissait pas très bien finalement et qui était pour lui un inconnu. Alors ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que quand il va à l'église le jour de l'enterrement, il est complètement estomaqué de voir tous ces gens qui viennent pour son père en se disant mais c'est quand même pas possible, je suis passé à côté du personnage, eux le connaissent mieux que moi et ils lui restituent tous une image du père qui est absolument fantastique. Et alors, il retourne voir le notaire lui dit « Ah, mais à propos, j'ai oublié de vous remettre l'essentiel, c'était pas simplement une histoire d'argent. » Il lui remet quelque chose qui va permettre d'entamer une conversation posthume avec son père. Voilà. Et il va découvrir qui était son père, il va aussi apprendre plein de choses sur lui. Et simplement parce que le notaire va lui remettre quelque chose, alors je crois qu'il vaut mieux ne pas le dire, mais
par un artifice. On ne dit pas, tu as peur qu'il n'achète pas le bouquin, c'est ça? Si, qu'il l'achète. Ouais. Non, on ne dit pas alors. Il va y avoir une discussion posthume avec son père, et il oui, va découvrir qui est son père, il va aussi découvrir qui il est, oui. et dans le roman... C'est ça, il va se redécouvrir dans sa... Non, il va surtout se découvrir, parce que le gars, bon, sa vie a été en stand-by, et puis n'a pas vraiment démarré. C'est-à-dire que c'était une adolescence prolongée, et il va devenir adulte. Et il y a un Deus Ex Machina qui va également le conduire aux États-Unis. Oui. Et là, il y a un nouveau bond. Et finalement, aux États-Unis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va découvrir l'essentiel, il va découvrir l'amour. L'amour, voilà. Et donc, c'est un livre vraiment qui veut donner la banane à tout le monde, qui veut rendre le sourire à tout le monde. Oui, c'est un livre optimiste. Profondément optimiste. D'abord tu l'as voulu optimiste, pourquoi? Pour tout un tas de raisons. D'abord parce que je suis optimiste de nature, et puis aussi parce que je suis assez optimiste pour les années à venir, et puis pour ce qui va venir. Donc tu as voulu faire un roman comme ça, et qui se lit très bien, qui n'est pas très long d'ailleurs. Mais c'est voulu. Le défi, c'était qu'il se lise en 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. D'accord, c'est vrai. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, si tu prends le train, tu prends oui, c'est ça. Paris, moi, j'ai mis 2 heures à peu près. Voilà. Tu lis vite. Hein. Oui, mais non, mais ça va. C'est pas... c'est un feel-good book, mais il y a quand même certains thèmes qui sont abordés, comme l'affiliation, comme la paternité, comme le suicide et autres. Donc, il y a quand même des sujets qui peuvent être difficiles. Mais c'est très difficile même. Dans lequel tu l'abordes, qui fait que finalement, ça reste dans le fil de la vie, et du coup, c'est dans le prolongement de quelque chose de très optimiste. Alors pourquoi tu as voulu aborder justement des sujets difficiles à travers une intrigue qui est plutôt plaisante? Je n'allais pas écrire un roman à l'eau de rose, parce que je suis quand même enraciné dans le réel, en tant que médecin. En tant que médecin, c'est vrai. Tu as le quotidien qui vient et qui t'assaille, et puis je vois la société actuelle. Alors, je vis aux États-Unis, mais j'ai encore des attaches en France, je vois ce qui se passe en France, je vois également ce qui se passe aux États-Unis et un peu partout, et on vit une époque assez passionnante. Alors comment ça se passe aux États-Unis, par exemple? Ça se passe bien, c'est une avec société... Donald Trump. Tout va bien, c'est une société qui est très juvénile, qui est très optimiste, et qui a une capacité à rebondir qui est phénoménale. Et en gros, quand tu es aux États-Unis, tu as le sentiment que les compteurs se sont bloqués et que tu as toujours 20 ans. Oui. Et ça, tu as toujours 20 ans. Absolument. Enfin, pas encore, j'ai 19 ans et demi, mais bientôt. Bientôt, oui. Toi aussi, d'ailleurs. Oui, ok. Donc tu viens en France de temps en temps, quoi, comme ça pour... Là, je suis venu pour te voir. Ah, c'est gentil. Et puis, je viens pour embrasser la famille, pour voir... Disons qu'on a 15 jours de vacances, donc je reste là-bas. Alors, revenons au bouquin. Okay. Il y a une fille que tu dénommes, parce que c'est toi qui l'as écrit, une pétasse. Non, alors, c'est quoi pour toi une pétasse? C'est affectueux. C'est une jeune fille. Une pétasse, c'est affectueux pour toi. Charmante. C'était la compagne du père du héros. Non, c'était l'ancienne. L'ancienne, enfin, ça a été la compagne du père du héros. Oui. Non, pas du tout. C'était l'ex du personnage. Oui, l'ex du personnage. C'était pas la belle-mère. La belle-mère, elle est très bien. Il va apprendre à la connaître et à la rencontrer. Oui, c'était l'ex du personnage, excuse-moi. Oui. Et pourquoi tu l'appelles une pétasse? C'est un abus de langage. Et puis, abus de langage, c'est affectueux. Et c'est ce que les hommes disent bêtement à propos des femmes qui n'ont pas vraiment connu ou qui n'ont pas vraiment rencontré. Il y a un côté macho un peu, non? Si non, je peux me permettre. Pas du tout. De ta part, non? Non, d'ailleurs, elle-même, elle s'appelle de la sorte. Et même pire. Alors, non, oui, c'est vrai. Je ne me serais pas permis. Non, du tout. Tu ne serais pas du tout permis? Ah non. D'accord, ok. C'était mon grande affection. Alors, à un moment dans ton livre, tu parles aussi de la vie des médecins. Et du système de sécurité sociale français. Ah non. Alors, simplement, le père qui vient de décéder est médecin. Et donc, si tu veux, je ne pouvais pas passer à côté du quotidien de la vie d'un médecin. Surtout quand on est médecin. Oui. Et d'autant plus que la vie d'un médecin, surtout d'un médecin de famille, un médecin généraliste, c'est une vie qui est extrêmement romantique d'un certain côté, parce que il y a le monde qui vient à toi, et chaque jour, tu vis des choses étonnantes. Et ce qui est de passionnant aussi, c'est que un médecin de famille, il a encore le temps de discuter avec ses patients, et il n'y a rien de plus passionnant que des gens qui viennent et qui racontent leur existence. Parce que il n'y a plus de médecin de famille maintenant en France, c'est très rare. Si, il y en a encore. Moi, je ne connais pas. J'ai essayé, mais... D'accord. Mais si tu veux, ils ont la possibilité de rencontrer des personnes qui viennent et de rencontrer l'être humain. Et finalement, c'est ce qui est le plus passionnant. Et c'est vraiment important dans une à une époque où la médecine devient de plus en plus technique, de plus en plus compliquée. Donc c'est important de garder ce facteur humain. Alors tu comprends bien que dans le livre, dès lors qu'il y avait le père qui était médecin de famille, je ne peux pas ne pas aborder la médecine générale. Non, c'est pas un reproche, je me demande pourquoi. Et c'est aussi rendre hommage à tous les médecins qui se sont occupés de nous quand on était enfants, qui nous ont vaccinés, qui nous ont permis de devenir adultes. Et voilà. Donc, alors tu préfères le côté médecin ou le côté écrivain? Tu aimes les deux? Tu as besoin des deux?
Je crois que les deux sont compatibles d'abord parce que les médecins n'arrêtent pas d'écrire, ne serait-ce que pour dire... Ils n'écrivent pas trop de romans quand même. Non, mais... Les ordonnances, ça n'a rien de glamour. Mais à chaque fois qu'ils ont un patient face à eux, ils ont finalement un roman qui vient à découvrir et à déchiffrer. Donc les médecins écrivent énormément simplement parce qu'ils sont confrontés au quotidien, qu'ils retranscrivent et parfois qu'ils subliment. Mais en tout cas, non, tous les médecins écrivent. Il y a plein de médecins écrivains. Il y a mon ami Franck Séninger, il y a Abraham. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je te pose la question, il y en a plein. Tu n'es pas le seul. Et aussi, les médecins sont bien placés pour être les témoins de leur époque, puisque finalement, les gens ne parlent plus qu'à leur médecin. En gros, il n'y a plus que le médecin qui les écoute. D'accord. Curé, il reste encore un peu de médecins, alors autant qu'ils en profitent. Donc on t'écoute beaucoup, toi, alors, non, c'est moi qui les écoute beaucoup. D'accord. Ok. Alors, viens, parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Tu le suis. Tu as sorti aussi 2 autres livres. Alors, oui. Un livre qui s'appelle Terre stérile. Alors, Terre stérile, c'est un roman policier. C'est un roman qui est quand même relativement dur et assez âpre. Et donc, qui a été écrit en 2011. Et c'est une histoire d'espionnage qui a lieu dans l'aéroport de Francfort. D'accord. Il y a une unité de lieu. D'action aussi également. Et donc, c'est l'aéroport de Francfort. Et alors, bien sûr, tout est romancé, etc. Mais c'est un roman qui parle de certains éléments et autres, et qui tient en haleine, qui a eu un succès d'estime et qui, là, à nouveau, reparaît. Et ça, c'est un roman aussi, Ravinox Forever? Alors oui, Ravinox Forever, c'est ce qu'on appelle les Med Stories. Les Med Stories, ce sont des histoires médicales. C'est des histoires de médecins qui parlent entre eux, ou alors qui parlent à leurs patients, qui parlent d'eux. Et alors, ce sont des petites nouvelles. Et les nouvelles, c'est quelque chose que j'ai découvert finalement avec le monde anglo-saxon, parce que les anglo-saxons écrivent énormément de nouvelles. Absolument. Et alors, en 2-3 pages, tu apprends à créer un décor, à créer un univers. Et c'est un exercice qui est difficile, parce qu'une nouvelle, c'est presque plus compliqué qu'un roman. Absolument. C'est plus court, donc c'est plus... Et alors là, dans le Ravinox Forever, il y a une nouvelle qui avait été primée, mais qui s'appelle CEP, Sclérose en plaques. Et en gros, c'est une ode à la vie. Donc c'est l'histoire... Toujours l'optimisme. Toujours. Parce que... non, mais je suis d'accord avec toi. Pour être pessimiste, ça sert à rien. Bon, donc c'est Good Luck. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Achetez-le, c'est vraiment super sympa. 120 livres. Bien sûr, dans toutes les bonnes librairies. D'ailleurs, les gens peuvent faire le test. S'ils le trouvent en librairie, c'est que la librairie est bonne. D'accord. Merci. Et non sur Amazon aussi. Merci Pierre d'être passé par JJDA. Merci à toi, Jacques. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Voilà, tu peux remercier les 53 millions de téléspectateurs qui t'ont admiré. Merci. C'est très gentil à vous. Merci. Bon, au revoir. Moi, je vous retrouve demain à 17h40 pour un nouveau JJDA. Et à tantôt. Et à bientôt. À tantôt. C'est bien tantôt. Suite, D'accord. Ok. J'espère qu'il y aura une suite. Au revoir, à demain. Merci Pierre.